Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette session. Bonjour Maïmouna, notre coach. Oui, bonjour à tous. Ça fait plaisir de te revoir à Limatou, hein, après la petite pause d'un mois. Alors, je vais essayer de mettre ma caméra. J'espère que normalement, je pense qu'il ne devrait pas y avoir problème avec Internet. Mais si jamais c'est pas très stable, je pourrais toujours éteindre la caméra, hein. Mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. D'accord, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui sont connectés et qui peuvent ouvrir leur caméra, de bien vouloir ouvrir leur caméra. Ça nous permettra d'avoir l'impression, voilà, qu'on est vraiment ensemble. Maïmouna, c'est vrai qu'on a fait une petite pause de un peu plus d'un mois. J'avoue que c'était court, mais en même temps, parce qu'on avait envie de retrouver cette communauté et ces formations sur le leadership. J'espère que toi, tu as pu en profiter pour te reposer un peu. Oui, tout à fait. Là, je reviens en forme. Une caméra qui est ouverte. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour professeur, ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci au coach Maïmona et à la présentatrice d'aujourd'hui, Madame Kat. Merci. Bonjour Gérard. Bonjour à tout le monde. Bonjour, professeur. Gérard, vous êtes au Burkina, j'imagine. Yaméogo, c'est burkinabé. Oui, c'est Burkina. D'accord. Merci. Ravi d'être Soyez avec vous. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont en train de se connecter et tous ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure. C'est vrai qu'on a fait une pause, ça nous a un peu manqué, euh, les sessions de discussion sur le genre avec le coach Maïmouna, que nous avons beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui. Et pour cette reprise, vous allez voir, aujourd'hui, on a affaire à une grande dame qui a accepté de prendre de son temps, ô combien chargé, pour venir partager avec nous son expérience. On va sans plus tarder, il est 13h02. On va commencer par présenter le housekeeping. Bonjour, Conan. Conan qui est connecté. C'est le sigle de l'éléphant, la force tranquille. Bonjour, professeur. Je suis Bonjour. très heureux d'être jeune et bien sûr d'écouter notre coach qui nous édifie à chaque fois. Vraiment, merci pour cette initiative. Merci beaucoup. Je vois Omar Kairé. Je ne sais pas si c'est mon ancien mentor. Bonjour, Monsieur Kairé. C'est Omar Kairé qui m'a formé il y a longtemps, là. Le micro est fermé. Bon, Oui, je pense que c'est lui. On ne le voit pas bien. Pour dire que nous avons beaucoup de plaisir à retrouver des gens qui ont aussi impacté dans notre cursus, dans notre formation. Bonjour, professeur Aïda. Aïda Sadik Badian. Bonjour, bonjour professeur. Alimato. Ça va bien? Ça va, merci. Aïda, j'attends ton retour pour les témoignages. Kairé, c'est bien Kairé, mon ancien. Oui, Merci d'être là. bonjour Alimato. Comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. J'avais un problème avec mon micro là. D'accord. Merci d'être avec Je ne nous. sais pas, oui, ravi d'être là. Pour écouter professeur Ndeikumba. C'est Mais parfait. je suis ravi d'être là. Je suis pas ton mentor. Tu as été un excellent collègue en mycobactéries. Merci beaucoup. En tout cas, ce que j'ai appris
Justement, dans le domaine des mycobactéries, c'est toi qui me l'as appris et voilà, je pense que c'était de très beaux moments, de très beaux souvenirs qu'on n'oublie pas de sitôt. Voilà, ah oui, je vois qu'il y a Aïssatou Sow qui est connectée. Bonjour Aïssatou. Je pense il y a peut-être une petite interférence. Bon, on va commencer cette session. Seydina, est-ce que tu peux nous présenter le housekeeping? Je ne sais pas si tu l'as reçu. Voilà. Donc, voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui pour cette session du 11 septembre, après une petite pause en diaporama, s'il te plaît. Est-ce que vous voyez notre écran? Est-ce que l'écran est visible? Oui. Oui, c'est visible. Ouais. Oui, c'est visible. Professeur. Prof Alima, bonjour. Bonjour, je ne vois pas qui parle. Ah, Docteur Aïssatou. bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Donc, je disais que voilà, aujourd'hui, après les 4 premières séances que nous avons eu à faire, d'abord l'introduction sur le leadership, ensuite les styles de leadership, puis avec Maïmouna, nous avons abordé la notion de connaissance de soi et la dernière session avait porté sur la communication, comment communiquer, comment est-ce qu'un leader doit communiquer, quels sont les bons moyens. Aujourd'hui, Maïmouna nous propose la motivation, leadership et motivation. Et pour cette session, aujourd'hui, je le disais, on a la chance de recevoir professeur Koumba Tourekan. Je vais revenir tout à l'heure sur qui est professeur Koumba Tourekan. Donc, voilà un peu l'agenda du jour, donc présentation des participants, l'ouverture de la session et l'agenda. L'introduction de la thématique sera faite bien sûr par notre coach en développement personnel et professionnel, Madame Maïmouna Diop. Ensuite, on va avoir droit à un témoignage. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir professeur Koumba Tourekan qui va partager avec nous un peu de son vécu. Puis, il y aura des échanges, des questions certainement que les membres de la communauté vont poser. Ensuite, Maïmouna reviendra pour continuer sa présentation sur le thème et continuer les échanges avec les participants. Diapo suivante. Voilà, donc les règles, je pense que pour ceux qui étaient là, vous les connaissez. On vous demande d'ouvrir la caméra autant que possible pour qu'on ait l'impression vraiment d'être tous ensemble dans la même salle, de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, de vous présenter lorsque vous prenez la parole, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, etc. Bien sûr, pour éviter les interférences, c'est de garder votre téléphone portable en mode silencieux. Et bon, chacun de nous doit essayer d'avoir un débit Internet suffisant. Et si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Vous pouvez juste lever la main ou utiliser les fonctions de Zoom. Diapo suivante. Voilà, si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas. Dans le groupe WhatsApp, vous pouvez envoyer vos questions et on essaiera, en tout cas l'équipe technique essaiera d'y apporter une solution. Cette session, elle est enregistrée. C'est le principe même de nos sessions ECHO. Ça nous permet après de revoir les sessions. Et donc, si vous êtes là, c'est que vous acceptez d'emblée que cette session soit enregistrée. Merci. Alors, nous avons beaucoup discuté de ces attestations de participation avec Maïmouna. Nous sommes d'accord qu'au terme des différentes sessions qu'on a présentées dans le programme, on va délivrer une attestation de participation. Et on voudrait vraiment vous rassurer sur le fait que les données qui sont collectées vraiment se font dans le respect de la confidentialité
ils ne sont pas partagés. C'est juste pour savoir qui participe, quel est son profil, etc. Et elles peuvent être utilisées pour montrer ce que nous faisons, mais dans le respect strict de la confidentialité. Diapositive. Voilà, vous avez ici le QR code sur lequel vous pouvez cliquer voilà, pour rejoindre le groupe WhatsApp Eco SN Gender and Leadership. Merci beaucoup. Maïmouna, il est 13h10, je crois que nous sommes à l'heure. Nous allons vous donner la parole. Ou peut-être avant de vous donner la parole, je vais vous donner la parole juste pour que vous disiez à nouveau bonjour à toute la communauté. Puis, je vais présenter professeur Kumba Toureka. Maïmouna, à vous. Merci beaucoup, professeur Alimatou. Donc, je me présente, je suis Maïmouna Diop. Donc, je suis la directrice du cabinet Humanity Progress, qui est un cabinet de coaching et aussi de formation en leadership et toutes les thématiques qui sont en lien avec le développement personnel et professionnel. Et avant ça, donc j'ai travaillé aussi longtemps à l'Institut Pasteur de Dakar, où j'ai travaillé au niveau donc du service de la qualité. On travaillait surtout par rapport au processus d'accréditation des laboratoires, ce qui fait aussi que voilà, j'ai pu avoir un pied, disons, dans le monde de la biologie, le monde médical. Et donc, je reconnais aussi certaines personnes qui sont ici présentes et je les salue tous. Je salue aussi toutes celles qui ne sont pas forcément dans le milieu médical, mais qui ont bien voulu se joindre à cette session, comme Gladys, que je connais d'ailleurs personnellement et à qui j'ai recommandé ces sessions. Donc, je vous dis à tous un grand bonjour et sans plus tarder, je redonne la parole à professeur Alimatou. Merci beaucoup, coach Maïmouna. Maïmouna, vous l'avez compris, c'est celle qui, en fait, nous accompagne dans ces sessions de formation sur le leadership des femmes. Désolée pour les messieurs qui sont connectés. Nous savons que vous êtes là aussi pour nous accompagner. Mais voilà, notre priorité, pour une fois, on va changer. C'est vraiment de permettre à ces dames qui sont dans des positions des fois de responsabilité de pouvoir s'affirmer, de pouvoir en tout cas utiliser tous les trucs et astuces que Maïmouna voudra bien mettre à notre disposition pour pouvoir bien gérer leur activité. Je vais maintenant introduire professeur Kumba Toureken, qui est aujourd'hui celle qui a accepté véritablement de venir partager ce qu'elle fait. Elle est recteur au niveau de l'université de Kaolack, l'université El Hadj Ibrahima Niass, qui regroupe, je crois, 3 universités. Professeur Kumba, pour ne pas écorcher tout ça, je vais vous donner la parole juste pour que vous puissiez dire un mot et dire bonjour aux membres de la communauté. Merci d'être avec nous. Votre micro est fermé, professeur. Merci beaucoup, Alimatou, de m'avoir donné la parole. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de se retrouver virtuellement aujourd'hui avec la reprise de ces sessions fort importantes pour le leadership féminin. Vraiment, merci de l'initiative. Les femmes représentent plus de la moitié de la population. Il faut qu'elles puissent vraiment s'affirmer et pouvoir jouer leur rôle pleinement dans le développement socio-économique de nos nations. Comme Alimatou l'a dit, je suis professeur Kumba Toureka, je suis l'actuel recteur de l'Université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, qui est la première université thématique à vocation agricole et qui s'étend sur 3 régions administratives, la région de Kaolack, de Kaffrine et de Fatick. Donc voilà Alima. Et avant cela, Alima peut dire là où je suis passée. Donc je suis passée
issue de la faculté de médecine. J'ai été d'abord au niveau de l'école supérieure polytechnique où j'ai formé beaucoup de techniciens. Et Maïmouna, c'est un plaisir de la retrouver. Je me rappelle de la Pasteur, donc, et après l'hôpital de Dantec, où nous avons cheminé ensemble avec Ali Matou pendant plusieurs années. Donc, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour vous parler de l'expérience vécue au niveau de l'Université du Sine-Saloum. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, professeur Kumba, pour cette petite introduction. Je pense qu'on aura l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce que vous faites aujourd'hui à l'Université du Sine-Saloum, puisque c'est l'objet de votre présentation. Maïmouna, il est 13h15. Écho, on commence à l'heure, on finit à l'heure. Je crois que je suis dans les temps pour les présentations. On va vous donner la parole pour votre introduction. Merci beaucoup, professeur Alimatou. Alors, c'est vrai que je peux partager mon écran, mais je ne suis pas sûre de pouvoir mettre la présentation en diaporama. Alors, je ne sais pas si, bon, c'est pas la première fois que j'ai eu des petits soucis. Donc, je ne sais pas si vous pourrez éventuellement mettre la présentation en diaporama. Est-ce que ce Oui, sera possible? absolument. La présentation, je viens de la partager avec Seydina. Je n'ai pas présenté Seydina, mais Seydina est un ingénieur informaticien qui lui aussi a accepté de nous accompagner dans l'organisation de ces sessions. C'est toute une équipe. Il y a Conan, il y a Djanké, il y a Madame Diaye, il y a Pascaline. C'est vraiment toute une équipe, sans compter ceux qui sont sur le WhatsApp, qui nous accompagnent pour ces sessions EcoSen Gender Equity and Leadership. Maïmouna, les diapos sont positionnés, à vous la prendre. Merci beaucoup pour l'efficacité, comme d'habitude. Bien, si on peut avoir donc la diapo suivante. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer le programme de ce qu'on a prévu pour les différentes sessions. Aujourd'hui, nous allons parler de motivation. Alors, il y a les autres sessions à venir, mais je pense que de toute façon, vous pourrez retrouver les programmes sur les groupes WhatsApp, etc. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur le programme. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, moi, je dois dire que la motivation, c'est une des thématiques que je préfère. C'est une thématique sur laquelle on pourrait parler toute une journée. Bon, on n'a pas forcément le temps aujourd'hui, mais on va essayer quand même de parler surtout de la psychologie de la motivation, parce que je pense que quand on parle de motivation, il est très important de comprendre qu'est-ce qui motive les individus pour savoir aussi comment motiver les groupes. Et je voudrais aussi rappeler, parce que je pense que c'est vraiment le principe de ces sessions éco, moi, je viens souvent avec des outils théoriques, mais ce qui est très intéressant, ce sont surtout les cas pratiques. Et les cas pratiques, donc, sont les personnes qui acceptent de faire des témoignages et qui vont vraiment nous partager avec nous tout ce qu'elles ont mis en pratique. Donc là, on a vraiment la chance aujourd'hui d'avoir un très grand professeur avec nous qui va nous parler justement de son parcours. Et je pense que ça va être vraiment un des moments forts de la session d'aujourd'hui. Et ensuite, donc, nous allons plus aborder toute la partie théorique avec les différents outils. Mais juste pour introduire cette notion de motivation, la motivation, c'est l'intensité du désir d'une personne à atteindre un objectif. Donc en fait, là, quand on parle d'intensité du désir, c'est la force qui va mettre une personne ou une équipe en mouvement pour atteindre un objectif précis. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de leadership sans évoquer cette notion de motivation. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un, on l'avait vu au début quand on avait défini le leadership, le leader, c'est celui qui arrive à fédérer, donc à motiver son équipe à atteindre des objectifs précis. Et pour cela, le leader doit donc développer sa capacité à motiver son entourage. Mais, et ça c'est un élément aussi qui est très important, c'est que pour motiver son entourage, il faut aussi que nous soyons nous-mêmes motivés. Parce qu'il est difficile de motiver les gens si on n'est pas soi-même motivé. Et c'est pour ça qu'il faut aussi développer sa capacité à s'auto-motiver.
Donc, on aura l'occasion de revenir sur toutes ces différentes notions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, donc je vais remettre la parole à professeur Alimatou afin qu'on puisse maintenant aller directement dans un cas de partage d'expérience, donc un cas vécu, où on aura donc droit à un témoignage de cette notion de motivation. Comment est-ce qu'on l'a vécu dans la pratique? Donc, sans plus tarder, professeur Alimatou, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Maïmouna. Donc, on a compris. Aujourd'hui, on va parler de la motivation. Comment est-ce que pour un responsable, un leader, quels sont les éléments qu'il doit mettre en œuvre pour pouvoir motiver son équipe? Et Maïmouna l'a dit, pour soi-même pouvoir motiver les autres, il faut pouvoir trouver soi-même les capacités de s'automotiver. Et je pense que on ne pouvait pas choisir meilleure personne. Le choix s'est fait tout seul. Professeur Koumba Touré Kane, on ne pouvait pas choisir une autre personne. En tout cas, elle a accepté d'emblée de participer à cette session. Je vais vous laisser la découvrir. Moi, comme elle l'a dit, je la connais depuis 22 ans. J'ai partagé son bureau pendant au moins 15 ans. Donc, voilà, 15 ou 16 ans. Autant dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à elle. Professeur Koumba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Alima. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Dommage que les autres sessions, je n'avais pas eu le temps. J'ai juste assisté à la première session. Et à chaque fois, j'étais dans une réunion, je me disais, mon Dieu, je suis en train de rater. Mais heureusement que c'est enregistré. Après, on peut revenir sur les sessions. Merci de m'avoir associé à cela. Donc, mais je ne peux pas partager. Ou bien vous partagez pour moi. Nous pouvons partager. Seydina a les présentations. Donc, allez-y. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez le mettre sous un mode diaporama. C'est fait. Oui. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, on me demande de parler de leadership féminin et de motivation, en me demandant d'abord de me présenter qui je suis. De formation, je suis pharmacien biologiste, spécialiste en bactériologie et virologie, titulaire d'un PhD en virologie moléculaire. Présentement, je suis un professeur des universités, titulaire de classe exceptionnelle en bactériologie et virologie. Et je fais partie des fondateurs de l'IRSF. J'ai été la directrice scientifique et responsable de la plateforme de biologie moléculaire à l'IRSF. Pendant un moment, j'étais conseillère technique numéro 1 du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Présentement, je suis le recteur de l'Université du Sine Saloum, membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, membre de plus de 20 sociétés scientifiques internationales et des lignes éditoriales de journaux scientifiques. J'ai contribué à plus de 200 publications scientifiques. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu qui je suis. On m'a demandé de parler de la motivation. Donc, j'ai pris l'exemple, le cas d'école, c'est l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, qui est une jeune institution publique universitaire. Donc, quelle stratégie avons-nous mis en place pour pouvoir motiver le personnel? D'abord, une description du contexte de l'université, énumérer les défis à relever, décrire les approches que nous avons eu à déployer, donner quelques résultats et quelques contraintes rencontrées par rapport à cela. La prochaine. Le contexte, le management d'une nouvelle université, une université qui est en construction. Donc, une université qui n'est pas du tout attrayante au moment où je vous parle. L'université n'a pas encore ses infrastructures. Ces infrastructures sont en construction. Donc, comment motiver du personnel qui est éparpillé dans une ville, dans des locaux loués,
dans des locaux subventionnés, dans des bâtiments qui sont délabrés. C'est un vrai défi. Et comment restructurer tout cela pour pouvoir avoir vraiment l'adhésion de la communauté, pour pouvoir mettre en place les instances qu'il faut, mais surtout faire l'ouverture et le rayonnement de cette institution pour qu'elle soit visible et développer la recherche et mettre en place la qualité au sein de cette université. Donc, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Quelles sont les stratégies que nous avons mises en place? Nous avons opté pour une approche inclusive et participative. Tout d'abord, nous avons fait la restructuration des UFR. UFR, ce sont les unités de formation et de recherche. Parce que quand nous sommes arrivés, on va le dire dans les résultats, nous avons trouvé une toute petite université qui vient de naître, 11 UFR. C'était vraiment beaucoup. Il fallait sensibiliser les gens et les amener à accepter la restructuration. L'université n'était pas inscrite au CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur où les enseignants sont évalués. L'université n'était pas inscrite. L'université n'avait pas les instances. L'université n'avait pas de politique d'ouverture réelle. Ça a commencé, mais là, il restait encore une vraie politique de développement et surtout le démarrage de projets de grande envergure, créer un incubateur au niveau de l'université parce que c'est une université dont les formations sont basées sur l'approche par compétences. Donc, il fallait mettre en place tout cela et vraiment avoir aussi d'autres sources de motivation comme mettre en place l'arbre de Noël pour les enfants, mettre en place la stratégie du meilleur agent de l'année, mettre en place ce qu'on appelle un fonds d'appui à l'innovation et à la recherche qu'on appelle le FAIR-USEN, organiser le prix de l'innovation pour les étudiants. Tout cela, ce sont des stratégies que nous avons essayé de mettre en place pour avoir l'adhésion de la communauté universitaire. Quels sont les résultats que nous avons obtenus? Comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux IFR, quand on est arrivé, il y avait 11 IFR. Et nous avons essayé d'expliquer à la communauté que des sous-ensembles devaient se créer. Donc, il fallait restructurer ces 11 IFR en un nombre qui sera beaucoup plus gérable. Et là, nous avons pris service au mois d'août 2020. On a été nommé en juillet 2020. En août 2020, nous avons pris service. Et dans le même mois, en août 2020, nous avons organisé l'atelier de restructuration des IFR. Et ce qu'on a fait, l'approche vraiment participative, inclusive, nous avons juste introduit l'atelier et laissé les gens eux-mêmes réfléchir et créer les sous-ensembles. C'était un atelier de 3 jours. On a juste ouvert l'atelier et nous leur avons demandé de travailler et que nous allons revenir le 3e jour pour qu'ils nous donnent les résultats issus de leur réflexion pour qu'on ait vraiment l'adhésion de tout le monde. Et là, tout le monde a accepté. On a travaillé et on est arrivé à 4 UFR. Mais après, il y avait un impact financier parce que quand on est directeur d'UFR, il y a des retombées financières qu'on a, donc les primes et autres. Donc, quand on va à 4, il y a 7 qui vont être lésés. Et donc là, on a fait des votes pour élire les directeurs d'UFR, mais certains qui avaient perdu n'étaient pas du tout contents. Donc, il fallait mettre en place aussi des stratégies pour tirer ce groupe qui n'était pas du tout content et pour les amener à nouveau à se sentir membres à part entière de l'institution. Après, nous avons inscrit l'université au CAMES. Et là, on a mis en place une commission institutionnelle, c'est-à-dire des membres de l'institution qui vont accompagner les plus jeunes pour qu'ils puissent vraiment respecter toutes les démarches nécessaires pour le dépôt de leur dossier. Et depuis qu'on l'a mis en place, l'université a toujours eu 100%. Nous avons aussi mis en place toutes les instances, que ce soit le conseil académique, le conseil d'administration. On a installé l'incubateur grâce à un projet, on va vous le montrer tout à l'heure. Le FAIR-USEN dont je vous parlais, c'est un projet qu'on a mis en place dans le budget
on tire 40 millions qu'on appelle un fonds d'appui à l'innovation et à la recherche interne pour des projets multidisciplinaires pour les jeunes enseignants et pour vraiment les stimuler à travailler et à produire des résultats qui vont leur permettre d'avancer. Pour les étudiants, on a créé le prix de l'innovation. Donc, les étudiants sont structurés en petits groupes GIE et les étudiants réfléchissent à une thématique. On donne une thématique. Par exemple, cette année, c'est la mécanisation agricole. Quelles sont les innovations que l'on peut apporter dans la mécanisation agricole? Et nous cherchons ce qu'on appelle des fonds d'amorçage, qu'on appelle des seed funds, pour donner aux meilleurs projets sélectionnés par l'incubateur des fonds d'amorçage qui leur permettront de démarrer leur start-up avec des lots de matériel. Et nous avons commencé cette année des cours d'été pour des renforcements de capacités destinés aux étudiants, mais également aux jeunes de la communauté. Et en termes de résultats obtenus toujours, on a pu avoir des projets avec l'adhésion de la communauté. Ce n'est pas facile, mais on travaille de façon comme des cercles. On agrandit le cercle au fur et à mesure. On travaille avec ceux qui croient à la vision et qui croient aux objectifs fédérateurs que nous avons pu de façon collégiale élaborer. Donc, on travaille de façon circonscrite et on agrandit le cercle au fur et à mesure. Et c'est ce qui nous a valu vraiment l'obtention de plusieurs projets de recherche qui ont permis à l'université, malgré que l'université n'a pas encore ses locaux, d'avoir vraiment beaucoup de projets de recherche et d'être connue au niveau international maintenant. On a un projet avec l'agence belge de développement Enabel qui a mis en place l'incubateur. Quand on a gagné le projet, il nous avait dit de le nommer Innovation Hub. J'ai dit non. Moi, je le nomme Dekaliakar parce qu'on a besoin de faire renaître l'espoir. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a mis et c'est axé à l'économie verte et à l'économie numérique. On a un autre projet qu'on appelle le PETAL, promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant, ancré dans les terroirs et accompagner la transition agroécologique parce qu'on parle de souveraineté alimentaire. Donc, il faut vraiment que les pratiques culturelles soient des pratiques qui vont nous permettre d'adhérer à cela. On a un projet qu'on appelle le Sensouf, comment renforcer les collectivités sur le foncier. On est dans le spatial, scène spatiale avec l'ambassade de France pour que les données satellitaires vont aider l'agriculture. On a même créé un master en géomatique par rapport à ça. On est dans les MOOC. On a créé un MOOC pour l'agroécologie pour l'Afrique de l'Ouest. Et on est avec la fondation Mastercard pour atteindre les femmes de la communauté, comment on peut aider les femmes qui sont dans les GIE, les femmes transformatrices. Next. Donc, toujours les résultats continuent. On a un projet avec Columbia University sur comment former les gens sur les risques du changement climatique, accès à l'agriculture. Les projets Erasmus, qui sont des projets très difficiles à obtenir, l'université, malgré vraiment les conditions difficiles, on est à 7 projets Erasmus, 5 avec des universités allemandes, une avec une université espagnole et une avec une université française. Et on a mis les autres universités du Sénégal dans ces projets Erasmus. On travaille avec UASZ, on travaille avec Thiès, on travaille avec Saint-Louis dans ces différents projets. On aide les femmes transformatrices avec un projet du DAD. On a également un projet sur l'agriculture durable qu'on vient d'avoir et qui est financé par le ministère fédéral allemand. Donc, nous avons pu, avec cette approche collégiale, participative et avec le sens de l'écoute, avoir vraiment l'adhésion de la communauté universitaire et le personnel, aussi bien personnel enseignant que personnel que étudiant, ils ont le sentiment d'appartenance à USSEN et ils se battent à tout moment pour apporter des choses à USSEN. En termes de leçons apprises, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord mettre en place un climat de confiance. C'est important.
S'il n'y a pas la confiance, on ne peut pas aller loin. Le respect mutuel, quel que soit l'individu, quel que soit son niveau, il faut le respecter. L'élaboration des objectifs à atteindre, il faut que ça soit des objectifs qu'on élabore de façon consensuelle et que ce soit des objectifs qui arrivent à avoir l'adhésion de beaucoup de personnes. Il faut pas tout prendre sur soi. Il faut faire la répartition des tâches avec une délégation des responsabilités. Ça aide. Telle personne est le point focal de tel projet, telle personne. Créer vraiment de l'émulation au sein du groupe. Il faut tirer chacun. Chacun a un potentiel que si on arrive à mettre ce potentiel en exergue, ce potentiel aura une valeur ajoutée dans ce qu'on est en train de faire au niveau de l'institution. Donc, vraiment faire le développement personnel, faire beaucoup de formations en interne. Telle personne est très calée dans tel domaine, on lui dit donc, bon, nous, on les a appelés les mercredis de renforcement des capacités. Chaque mercredi, on dit à tel, c'est quelqu'un au niveau de l'administration de nous faire un cours sur tel, quelqu'un dans tel domaine de nous faire un cours sur tel, et vraiment le coaching, le mentoring, et aussi faire des entretiens individuels, ça aide. Ça permet de savoir quel est le potentiel même de l'individu et comment tirer l'individu. Être vraiment un leader mobilisateur. Il faut qu'on soit vraiment tous en termes de responsabilité, que l'on soit des leaders mobilisateurs, des leaders qui vont regarder comment avoir une transformation positive au sein de l'équipe. Et en se basant sur moi, ce que j'appelle les 4 C du travail d'équipe. Il faut une clarté, il faut une transparence dans tout ce que nous faisons. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment des non-dits. Il faut tout mettre sur la table avec les collègues pour qu'il y ait vraiment la confiance et travailler de façon cohérente dans tout ce que nous faisons et avoir surtout le courage. Le courage vous permet vraiment vous-même d'être motivé et d'avoir l'estime de soi et essayer d'aller de l'avant. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, moi, ce qu'on a vu, c'est essayer de précipiter les actions à mettre en place. Alimatou me connaît, moi, je suis comme un TGV, je travaille à une vitesse grand V. Donc, au départ, j'ai voulu vraiment, après, je me suis dit non, ça ne va pas marcher. Parce que si on essaie de, par exemple, d'utiliser la façon de travailler qu'on avait à l'hôpital, peut-être que ce n'est pas la même façon de travailler au sein de l'université. Donc, essayons de voir quel est le rythme de travail de ces gens et on s'accommode à ce rythme et on essaie d'avoir une transformation positive. Mais là où je vous parle, ils sont maintenant comme TGV. Donc là, j'ai essayé d'atteindre vraiment la vitesse grand V que je voulais. Et il faut surtout éviter le top-down. Venir dire qu'il faut faire ceci, non. Que devons-nous faire? Comment allons-nous faire? Comment devons-nous faire ceci? Et là, écoutez tout un chacun. Et tout un chacun va donner vraiment son point de vue et on va regarder qu'est-ce qui est convergent et qu'est-ce qui est consensuel. On tire ce qui est consensuel pour le bénéfice de l'institution et les bénéfices de tout un chacun. Voilà, chers collègues, c'est ce que je voulais partager avec vous et en vous laissant avec cette citation de Mère Teresa qui dit que la vie est un défi à relever. Nous devons tous relever le défi de la vie. C'est un bonheur à mériter. Nous devons tous travailler pour mériter ce bonheur. Et c'est une aventure à tenter. Là où nous sommes, la responsabilité qu'on nous donne, quel que soit le niveau où l'on se situe, nous pouvons vraiment tout faire pour mériter cela et essayer vraiment d'aller de l'avant. Parce que la motivation, c'est vraiment quelque chose qui est d'abord personnel. Le coach l'a dit tout à l'heure. Il faut que nous, en tant que leaders, que nous soyons motivés, que nous soyons engagés. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le travail. Maintenant, le credo au niveau de USEN, au niveau de l'université, c'est 3E égale 3E. Qu'est-ce qu'on appelle 3E égale 3E? Le premier E, c'est l'engagement. Tout le monde est engagé. Le deuxième E, c'est expérience. On mutualise nos expériences. Le troisième E, c'est pour tendre vers l'excellence. Et les 3 autres E, c'est prendre l'étudiant, le transformer en entrepreneur, employeur et futur acteur de développement de notre pays. Chers amis, voilà ce que je voulais partager avec vous
en vous remerciant et en attendant les questions et je pourrai répondre dans la limite de mes capacités. Merci. Je pense que merci beaucoup, professeur Kumba, pour cette très belle présentation. On a quand même en face de nous une pharmacienne, hein, qui nous parle d'agriculture, qui nous parle de transformation des femmes. J'ai quand même retenu quelque chose, professeur. C'est que le TGV, à un moment donné, a dû ralentir pour permettre aux autres d'embarquer. Tout à fait. Et voilà, donc ça veut dire que dans votre processus de transformation de l'université El Hadj Ibrahima Niass, vous avez été obligé vous-même de vous transformer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir d'abord accepté vraiment de partager ce que vous avez vécu ces 4 dernières années à l'université El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum. Maïmouna, je, je pense que, est-ce qu'on ouvre d'abord des questions-réponses? C'est toi la coach ou est-ce que tu veux dire un mot? Oui, alors d'abord, je voulais vraiment remercier professeur Touré Kane, hein, pour ce témoignage extraordinaire. Parce que je trouve que c'est toujours, moi, je ne sais pas, mais j'aime bien taquiner les hommes. Je dis, les femmes sont multidimensionnelles. Et les hommes, je crois ils n'ont pas cette même capacité à faire plein de choses à la fois que les femmes, hein. Et là, vraiment, on le voit, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, professeur Alimatou, on voit que professeur Touré Kane a cette capacité à toucher à tout, à transformer tout ce qu'elle touche. Et voilà, je pense que c'est très, très inspirant pour nous, les femmes. Donc déjà, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, je pense qu'effectivement, on peut laisser la parole aux participants s'ils ont des questions ou des contributions avant qu'on passe à la seconde partie. Merci beaucoup, Maïmouna. Alors là, on a peut-être une dizaine de minutes pour des questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Professeur Kumba, moi j'ai déjà une question. Vous avez dit que vous êtes passé de 11 UFR à 4 UFR. J'imagine que ça devait être une des parties les plus difficiles. Vous quittez le monde de la santé, vous tombez dans une université qui a une vocation agricole. J'imagine qu'on n'a pas dû vous accueillir à bras ouverts parce que les gens ont tendance à considérer que ceux qui viennent d'ailleurs ne sont pas forcément ceux qui pourront le mieux apporter dans la consolidation d'une activité ou d'une entreprise. Comment vous avez vécu ces moments? Comment vous avez vraiment réussi à engager ceux qui avaient été défavorisés par le fait qu'ils n'avaient pas été reconnus comme chefs du FR? Et donc, partant de là, ça veut dire qu'ils n'avaient plus de prime de responsabilité par rapport à certaines activités. Professeur Kumba. Merci beaucoup, Alima. C'était pas du tout un moment facile, mais parce que la seule chose que j'avais comme argument, c'est que les 11 IFR n'avaient pas de décret, n'avaient pas encore de décret de création. Mais si les 11 IFR avaient déjà un décret, ça allait être très, très, très difficile. Mais pour les 4 UFR, quand après l'atelier, on a fait, c'était du temps des assemblées d'université, on a fait l'assemblée d'université pour entériner. Et lors de la conférence budgétaire, ils m'ont dit non, on revient aux 11 IFR parce que les... Vous pouvez dire à l'autre de fermer son micro. Oui, merci. On m'avait... Isabelle, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Oui, merci. Donc, ce n'était pas du tout facile, Alima, comme vous voyez. Donc, là, c'est... Mais il faut être ferme, il faut être transparent et il faut montrer vraiment là où on doit aller, mais tout en amenant tout le monde. Au début, il y a certains qui boudent, qui ne viennent pas, mais il faut travailler avec ceux qui comprennent vraiment la vision que vous avez et commencer. C'est pourquoi je disais que c'était des cercles
qu'on agrandissait au fur et à mesure. Au début, peut-être vous avez un groupe de 3 ou 4 qui croient en vous et qui vont travailler avec vous. Donc, foncez. Comme je vous disais, le courage est déterminant. Le courage est déterminant dans ce que vous... Il faut être courageux. Si vous n'êtes pas courageux, vous allez tout entendre. On va vous faire mettre les bâtons dans les roues à tout bout de champ, mais restez courageux, ayez votre feuille de route et essayez de travailler avec ceux qui comprennent, mais toujours, quand vous devez dire quelque chose, dites-le à toute la communauté. Il faut que tout le monde soit informé, que tout le monde soit au même niveau d'information, mais continuez à travailler avec ceux qui veulent travailler. Et comme ça, au fur et à mesure, vous aurez l'adhésion des uns et des autres jusqu'à avoir l'adhésion de la grande majorité. Vous n'aurez jamais une adhésion à 100%, mais vous aurez une adhésion quand même d'une majorité. Donc voilà, mais ce n'était pas du tout facile. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je vois la main de Aminata Diassé. Aujourd'hui, en tant que facilitateur, je pose quand même des questions. Professeur, il y avait combien de femmes avec vous dans le personnel? Est-ce que j'imagine une université comme ça, il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes dans le staff des enseignants, si? Si, quand moi j'arrivais, j'avais trouvé une trentaine d'enseignants avec 5 femmes. Ouais. Mais souvent, ce ne sont pas les femmes qui adhèrent à votre vision en premier. mais vous continuez. Ah, il y a ma sœur qui est là, Aminata Diassé. Oui, Ouais. on va lui donner la parole. D'accord. Madame Diassé, vous avez la parole. Aminata. Merci, professeur Ali Matou. Bonjour tout le monde. Bonjour, ma chère Kumba. Bonjour, ma sœur. Je ne pourrais pas ne pas prendre la parole pour vous féliciter pour la qualité de votre intervention et témoigner de votre leadership par rapport à ce projet de l'UCN. J'ai rigolé un peu tout à l'heure parce que quand vous dites les femmes ne portent pas toujours l'accompagnement qu'il faut, je pense que ce sont les plus difficiles à tirer dans ce cadre de figure où on a un leadership et dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle structure. Tout simplement, vous féliciter davantage et dire que vous avez touché du doigt le mot. Il faut avoir du courage. Parce que dans la co-construction, souvent, il faut laisser en rade ceux qui ne viennent pas, mais il faut être courageux pour pouvoir avancer malgré ce poids-là qu'il y a qui tire en arrière-plan. Encore une fois, vous remercier pour votre contribution dans le domaine de la construction de cet établissement de l'enseignement supérieur, d'autant plus que c'était une autre façon de faire par rapport à l'existant. Féliciter professeur Ali Matou pour la qualité de ce groupe-là et les échanges fructueux que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce groupe-là. Voilà ce que je voulais tout simplement dire dans le cadre du témoignage à l'endroit de professeur Koumbakan Touré et de l'ensemble de l'équipe et de la pertinence de cette activité pour renforcer les capacités des uns et des autres. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Ma sœur. Elle est en train de faire la même chose à Matam. Ah, je voulais justement lui demander de se présenter. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous êtes, Madame Diassé? Vous êtes dans quelle structure? Moi, je suis professeur Aminata Diassé Sarr. Je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle en chimie inorganique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais depuis 4 ans, je suis la directrice de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Matam, qui a démarré ses enseignements apprentissage depuis 4 ans. Je suis chimiste de formation. Sans infrastructure. Merci beaucoup, professeur, d'avoir pris de votre temps, de vous connecter. Nous espérons que vous aussi, vous aurez l'opportunité de partager avec nous ce que vous vivez voilà, au niveau de Matam. Vraiment, ce groupe, l'idée, c'est de pouvoir s'enrichir de l'expérience des aînés. Vous avez beaucoup de vécu à Dakar, aujourd'hui à Matam. Nous sommes contents déjà que vous soyez là avec nous et nous vous accueillerons avec vraiment beaucoup de plaisir au cours d'une autre session. S'il n'y a pas d'autres questions, Maïmouna, je sais que je te fais toujours le même coup.
Nafi, tu as 30 secondes. 30 secondes. Nafi, vas-y. Ah, il y a Marie-Jo aussi qui veut prendre la parole. Docteur Nafi, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Donc, professeur Marie-Jo, vous voulez dire un mot? Oui, professeur Alimatou. Allez-y. Je suis contente de participer à cette session pour la première fois pour moi, parce que j'ai raté les autres sessions. Et c'est un grand plaisir d'avoir écouté professeur Koumbakan, qui aujourd'hui nous a fait un témoignage riche par la polyvalence dont on voit à travers ce témoignage très synthétisé, mais qui est où on peut apprendre beaucoup de choses. Ça ne nous étonne pas d'elle depuis que je l'ai connue. Je l'ai connue à l'hôpital Dantec ou dans le cadre de la bactériologie, virologie, et j'ai eu personnellement à bénéficier de ses enseignements et à partager un cadre de travail. Hein, toujours, elle est prompte, même s'il faut qu'elle t'invite à domicile pour pousser un travail et faire avancer les choses. Donc, en pédagogie, j'ai eu à être accueillie par elle-même à son domicile pour qu'on travaille et pour améliorer les qualités, aller vers la qualité de l'enseignement. Donc, c'est pour moi l'occasion de lui témoigner aussi ma reconnaissance, ma gratitude et aussi mon admiration parce que tout ce qu'elle a présenté, ça a été fait, c'est riche, c'est très parlant, c'est très beau et tout a été accompagné d'une grande humilité. Donc, je vais m'en arrêter là pour ne pas monopoliser la parole et peut-être laisser la séance se dérouler dans le timing qui est prévu. Merci, professeur Alimatou, pour la parole. Merci beaucoup, professeur Marie-Jo Joseph Djemé. Docteur Nafissatou, vous voulez prendre la parole? Sinon, on pourra toujours y revenir. Mais Nafi, je te donne 2 minutes. Même pas, j'avais dit 30 secondes, si c'est toi. Ton micro, on ne t'entend pas. Je pense que tu as un problème de micro. Maïmouna, il est 13h52. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire à la suite de la très riche présentation du professeur Koumba. Je te donne la parole et puis peut-être qu'on pourra avoir la question de Nafi tout à l'heure. Oui, merci, professeur Alimatou. En tout cas, merci pour tous ces beaux témoignages parce que cela rend la session vraiment très, très vivante avec des cas pratiques. Alors, nous allons continuer avec la présentation des diapos. Si on peut avoir le partage d'écran. Voilà, très bien. Diapo suivante. Diapo suivante. Oui, c'est ça. Diapo suivante, voilà. Donc, nous allons aborder la motivation sous 2 angles, la motivation au niveau individuel et la motivation au niveau collectif. Alors, bien entendu, hein, il y aurait énormément de choses à dire, mais comme on est très limité par le temps, on a choisi peut-être de présenter un échantillon, hein, même si on sait qu'il y aurait beaucoup plus de choses encore, beaucoup plus de points à aborder. On va commencer avec la motivation au niveau individuel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Alors, quand on parle des types de motivation, alors il y a bien sûr différents types de motivation. Il y a la motivation sous conditionnement, et ça, d'ailleurs, on le voit déjà très, très jeune, hein, on le voit avec les enfants. Donc, on voit qu'il y a des enfants qui vont être très motivés dès qu'on leur parle de récompense. Donc, c'est ce qu'on appelle la motivation par la carotte. Il y a aussi la motivation par la peur. Donc, il y a d'autres enfants, c'est plutôt quand on va les sanctionner, hein, qui vont commencer à agir.
Et alors, on parle des enfants, mais on se rend compte aussi que ce sont parfois des modes de fonctionnement qui restent même lorsque nous sommes adultes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Mais en dehors de... Parce que quand on parle de de ce type de motivation, ce sont des motivations qui sont générées par l'externe. Mais il y a aussi la motivation qui est conditionnée par notre état interne. Et cette motivation, elle est très intéressante parce que c'est une motivation sur laquelle nous pouvons agir directement. D'ailleurs, c'est la motivation qui est en général utilisée par les grands sportifs et bon, toutes les personnes qui veulent atteindre des niveaux de performance très élevés, ils vont agir sur leur état interne. Parce que lorsque nous avons un état interne élevé, alors on avait déjà défini dans une session précédente, on avait parlé des états internes. Lorsqu'on parle d'état interne élevé, cela veut dire qu'on a développé une certaine puissance mentale, une certaine intelligence émotionnelle, une certaine puissance physique aussi, en sachant que le physique dépend beaucoup de notre hygiène de vie également. Et tout cela va nous conférer une certaine énergie. On va parler d'énergie haute. Et lorsque nous avons un état interne élevé, nous sommes beaucoup plus dans l'enthousiasme, dans la proactivité. Donc la proactivité, c'est-à-dire que nous sommes dans l'action, nous sommes dans l'ouverture, nous sommes dans le dynamisme. Et l'état inverse, c'est ce qu'on appelle l'état interne fragile. Là, nous sommes en général dans des énergies beaucoup plus basses. C'est lié aussi, bien entendu, à notre mental. Donc, lorsque nous avons un mental plus fragile, lorsque nous avons un état émotionnel aussi plus fragile. Et très souvent, plus on va être dans des états internes fragiles, plus on va développer une certaine forme d'inertie. Donc, on a tendance à avoir peur des responsabilités, à les fuir, à avoir peur de l'action, et on a tendance à s'enfermer de plus en plus, à être de moins en moins dans l'ouverture. Alors, bien entendu, souvent, la plupart des personnes fluctuent, c'est-à-dire qu'elles ont des périodes où elles sont dans des états internes élevés, d'autres périodes où elles sont dans des états internes fragiles. Mais comme on l'avait déjà vu dans les sessions précédentes, on peut aussi travailler sur ces états internes, c'est ce que les grands sportifs font, etc., pour être le plus souvent possible dans des états internes élevés. Puisque par exemple, je ne sais pas si je prends un exemple, si ce sont des grands sportifs qui doivent jouer un match, c'est pas parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, qu'ils vont pas se sentir à l'aise pour jouer un match. Donc, ils doivent vraiment développer une puissance mentale pour que, quelles que soient les conditions extérieures, même si ce sont des conditions très difficiles, ils puissent avoir cette énergie haute. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et il faut savoir que l'action stimule la motivation. L'action, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Donc, quand on va avoir un état interne élevé, comme on l'a dit tout à l'heure, on va développer une certaine forme de proactivité. On a pu entendre tout à l'heure les cas pratiques lors des témoignages. Donc, en général, on va avoir affaire à des personnes qui vont être très, très actives et parfois même les autres ont du mal à suivre, tellement elles sont dans la proactivité. Et en général, quand on entreprend beaucoup, on obtient toujours des résultats. Et là aussi, je fais toujours une petite parenthèse. N'ayons pas peur d'entreprendre parce que surtout encore plus chez les francophones que chez les anglophones, on a souvent très peur de l'échec. Et en vérité, l'échec, le véritable échec, c'est lorsqu'on n'entreprend pas. Lorsqu'on n'agit pas, c'est là qu'on est en échec. Mais tant qu'on est dans l'action, en fait, si on n'atteint pas les résultats qu'on aurait voulu, il faut tout juste essayer de tirer des leçons. On essaye de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi cela n'a pas marché, tirer les bonnes leçons pour que la prochaine fois, on puisse faire mieux. Et c'est ainsi que petit à petit, on va développer, c'est en faisant, c'est en étant dans l'action qu'on développe nos capacités. Et au fur et à mesure qu'on développe nos capacités, on obtient de meilleurs résultats. Et en général, lorsqu'on va obtenir des résultats meilleurs, il y a souvent une forme de reconnaissance aussi qu'on va recevoir. Et plus on va recevoir de la reconnaissance, plus cela a tendance aussi à alimenter notre état interne élevé. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, l'action va stimuler la motivation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous allons aussi parler de la motivation et des besoins. Donc ça, c'est la théorie de motivation d'Abraham Maslow qui dit que
la motivation est étroitement liée aux besoins des individus et que ce sont les besoins qui stimulent les individus. Donc, nous allons voir la pyramide de Maslow. Diapo suivante. Donc voilà, donc il a hiérarchisé les différents besoins. Alors tout d'abord les besoins physiologiques, hein. Donc ce sont vraiment les besoins primaires, hein. C'est-à-dire on a besoin de manger, on a besoin de dormir, etc. Les besoins qui nous maintiennent en vie. Les besoins de sécurité. Donc en général, les gens ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'avoir un salaire à la fin du mois, hein, qui va leur conférer une certaine sécurité, d'avoir un toit où dormir, etc. Les besoins d'appartenance. L'être humain a besoin de sentir qu'il appartient à un groupe, qu'il a des liens affectifs avec le groupe. Les besoins de reconnaissance. Il a besoin de sentir qu'il est reconnu. Et le besoin de s'accomplir, c'est-à-dire de réaliser ses rêves, ses objectifs. Donc ça, c'est la pyramide de Maslow. Et c'est important. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ces différents besoins? Puisque lorsqu'on manage des personnes, lorsqu'on a une équipe, on va se rendre compte que chaque personne n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc, les membres de votre équipe peuvent avoir des besoins différents. Donc là, on entre un peu dans la psychologie. Donc, en observant les membres de votre équipe, vous allez très vite comprendre quels sont les besoins de ces différents membres. Et en fonction de ça, vous pouvez aussi donc agir sur la motivation au cas par cas. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de sécurité. Alors là, bien sûr, on parle dans le cadre professionnel, hein, mais vous pouvez le voir même dans le cadre de vos enfants, de la famille. Vous verrez que chaque enfant peut ne pas avoir les mêmes motivations. Alors, le besoin de sécurité, donc en général, sont des personnes qui vont accorder une grande importance au salaire. Il y a tous les avantages, qui vont beaucoup se préoccuper de la stabilité de l'emploi, c'est-à-dire de tout ce qui est sécurité, qui préfèrent les récompenses matérielles, et aussi ce sont souvent des personnes qui n'aiment pas prendre trop de risques. Donc quand vous avez ce genre de collaborateurs, il faut comprendre que pour eux, ce qui va être très important, c'est surtout toutes les motivations qui vont être liées souvent à des aspects financiers, hein. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance, où la motivation va beaucoup dépendre des liens affectifs. Donc, ce sont des personnes qui sont très motivées par le fait qu'elles arrivent à construire des liens affectifs avec les autres. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'être appréciées et considérées. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup aider et soutenir les autres. Ce sont également des personnes qui, lorsqu'il y a des tensions en général dans une équipe, vont tout faire pour atténuer les tensions, qui aiment bien résoudre les conflits. Elles aiment travailler avec les autres. Et ce sont des personnes qui n'aiment pas la confrontation, qui n'aiment pas les conflits. Donc, en général, quand vous avez des collaborateurs avec ce genre de profil, donc déjà, ce sont des personnes qui ne vont pas du tout aimer travailler dans comment je peux dire, dans un espace conflictuel, hein. Donc, si c'est une équipe où il y a beaucoup de conflits, etc., ce sont des personnes qui vont être très vite démotivées parce que c'est des personnes qui aiment se sentir bien avec les autres personnes. Et ce sont des personnes, donc si vous montrez à ces personnes que vous avez beaucoup de considération, que vous avez un attachement affectif pour ces personnes-là, en général, ça, c'est la forme de reconnaissance qui va beaucoup les motiver. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a aussi ceux qui aiment être reconnus par les autres, donc c'est le besoin de reconnaissance. Donc là, on a affaire à des personnes qui aiment avoir un impact fort sur les autres, qui vont accorder beaucoup d'importance à la réputation, se préoccupent beaucoup du statut, du titre, et qui aiment bien aussi souvent dans les débats, ils ont besoin de remporter les débats, etc., parce qu'ils ont souvent aussi un petit côté compétitif, hein. Alors, ce genre de collaborateurs, en général,
souvent, même ce qui va peut-être plus les intéresser, c'est le titre même que éventuellement les avantages financiers. Le titre, c'est-à-dire que si vous leur dites, ah, on va te nommer chef d'équipe, ou on va te, voilà. Donc ça, ce sont souvent des choses qui vont beaucoup les motiver, hein, parce qu'ils aiment vraiment avoir ce rôle de leader, hein. Donc là aussi, c'est important de reconnaître ce type de profil dans les équipes. Ça ne veut pas dire qu'on va créer un poste pour eux, mais on peut toujours essayer de voir comment leur donner certaines responsabilités. Ils aiment avoir des responsabilités. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et puis, le besoin de s'accomplir. Donc, ça, c'est la motivation. Donc, ce sont souvent les personnes très autonomes dont l'objectif, c'est vraiment de réaliser leurs ambitions. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin de progresser régulièrement, de sentir qu'elles sont dans une dynamique de progrès. Ce sont des personnes très indépendantes, très autonomes, qui cherchent à être en phase avec leurs aspirations, leurs valeurs, leurs objectifs, et qui aiment se donner régulièrement de nouveaux challenges, de résoudre des problématiques. Donc voilà, ce sont des personnes qui, dans une équipe, quand vous avez ce genre de collaborateurs, en général, c'est des personnes qui vont très mal supporter tout ce qui est routine, hein. Donc il faut essayer de leur trouver régulièrement de nouveaux challenges, etc., pour qu'elles puissent s'automotiver. Et il faut aussi, bien entendu, que ce soit en phase avec leurs aspirations personnelles, hein. Sinon, ces personnes-là aussi, au bout d'un moment, risquent d'être démotivées. Donc voilà quelques profils et donc quelques astuces aussi pour motiver ces personnes en fonction de leur profil. Après, il faut savoir que l'être humain étant très complexe, hein, souvent les gens sont des mélanges, hein, de différents profils, hein. Donc ils ont plusieurs mélanges. Mais souvent quand même, on reconnaît dans les équipes, voilà, des personnes qui sont plus sur le côté affectif, d'autres qui sont plus sensibles à tout ce qui est financier, sécurité matérielle, etc. Donc souvent quand même, ce sont des choses qu'on arrive assez rapidement à déceler. Diapo suivante. Alors, il y a aussi la motivation cyclique, c'est important d'en parler. C'est valable pour tout le monde, hein, puisque nous sommes tous des êtres humains. En général, il y a 4 grandes phases. Alors, il y a la phase qu'on appelle la phase de nouveau ou de renouveau, hein, qu'on a comparé un peu à des saisons, le printemps. Donc, c'est là où tout commence. Donc, on est dans des énergies hautes. Donc, souvent, cette phase-là, elle apparaît quand on va commencer quelque chose de nouveau. Donc, quand vous commencez un nouveau travail, un nouveau projet important, voilà, vous avez une certaine énergie parce que voilà, c'est nouveau, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez faire de nouvelles choses. Donc, vous êtes dans des énergies hautes. Ensuite, il y a la phase de lancement. On est toujours dans des énergies hautes. Donc, où vous allez maintenant expérimenter votre projet. Vous allez dérouler votre projet. Et donc là, vous allez accomplir ce que vous aviez prévu. Là, on est toujours dans des énergies hautes. Mais au bout d'un certain moment, en général, on va, à force de refaire à peu près les mêmes choses, hein, on rentre dans une certaine routine. Et souvent, la routine est synonyme d'ennui, hein. Quand on est dans la répétition, donc il va y avoir une diminution de l'intérêt, on commence à s'ennuyer. Et on rentre dans des énergies basses. Donc là, on dit on rentre dans l'automne, on rentre dans des énergies plus basses. Et puis après, il y a carrément la phase de désengagement qu'on compare à l'hiver, où on est dans des énergies très très basses, où on est carrément dans le désintérêt. C'est-à-dire ça ne nous intéresse plus, parce qu'à la base, on peut dire que tout être humain est quand même un être de croissance et d'évolution. Donc on a besoin constamment de renouveler nos énergies avec de nouveaux challenges. Et quand on reste trop longtemps, quand on stagne trop longtemps dans les mêmes choses, au bout d'un moment, en général, on s'ennuie, on se désintéresse. Et si on ne fait rien, ça peut générer de la frustration, hein. Donc là, c'est quand même très important quand on est... Donc déjà, c'est important de faire son auto-diagnostic, hein, pour savoir dans quelle phase on se trouve. Et si on se rend compte qu'on est dans une phase de désengagement,
eh bien, il faut essayer de se fixer de nouveaux challenges, de nouveaux projets, etc. Sinon, on va souvent rentrer dans de la frustration, etc. Et c'est des choses qu'on voit souvent dans les entreprises, hein. Donc, c'est pour ça que j'attire votre attention aussi. Des personnes qui ont duré très longtemps dans le même poste et qui finissent par avoir développé voilà, un certain ennui. Et donc, sont des personnes souvent qui, à la longue, finissent par être très démotivées, très frustrées, parfois même aigries, et qui vont avoir un impact négatif sur le reste de l'équipe. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention. Aussi bien donc le chef d'équipe, hein, s'il remarque qu'il y a certains membres de son équipe qui sont dans ces phases-là, n'hésitez pas à échanger avec eux, essayer de voir si on peut éventuellement même les faire changer de poste, etc. Et puis les personnes aussi elles-mêmes, quand elles traversent ces phases-là, d'essayer de s'automotiver. Diapo suivante. Donc les conseils qu'on peut donner pour essayer de maintenir un haut niveau de motivation, c'est de toujours faire le lien entre son projet professionnel et ses aspirations personnelles. Donc, quel est vraiment l'impact de mon travail sur ma vie? Se demander ça. Et puis, si on se rend compte à un certain moment que finalement, on a l'impression que le travail ne nous nourrit plus, hein, en ce moment-là, il faut toujours essayer de se réinventer. Donc, se fixer régulièrement de nouveaux objectifs, des objectifs SMART, chercher des opportunités de croissance. Et si on n'arrive pas à trouver ces opportunités dans le travail, parfois même on peut chercher en dehors de son travail des opportunités de croissance. Ça permet en tout cas d'alimenter notre motivation. Ne pas hésiter aussi à se féliciter, hein, de chaque progrès accompli. On oublie souvent de le faire. Quand les choses ne vont pas comme on le souhaite, on a tendance à beaucoup se blâmer, mais on oublie aussi de se féliciter pour tous les progrès que nous accomplissons. Et introduire régulièrement des changements dans notre routine quotidienne, hein. Donc, toujours faire attention à ne pas devenir un robot, hein, à être sur pilotage automatique. Bon, je pense que vous, peut-être par rapport à vos métiers, vous n'êtes pas trop sur pilotage automatique, mais on doit toujours faire attention de régulièrement mettre du changement dans nos vies parce que tout cela alimente la motivation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà ce que je voulais partager sur la partie motivation au niveau individuel. Alors si vous avez quelques questions, peut-être professeur Alimatou, est-ce qu'on peut prendre éventuellement s'il y a quelques questions ou contributions avant de passer à la motivation collective? Oui, oui, absolument. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que Maïmouna vient de nous présenter au plan individuel? Moi, j'ai retenu qu'il faut qu'on identifie clairement où est-ce qu'on se situe par rapport déjà à l'échelle de Maslow. Est-ce que c'est un sentiment je saute les besoins physiologiques, puisque celui-là, je pense que tout le monde les a. Voilà. Est-ce que c'est plutôt un sentiment de sécurité, un besoin d'appartenance, de reconnaissance ou d'accomplissement? Et je crois que le fait déjà de pouvoir s'identifier et de se connaître, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir voir quels sont les éléments qui vont nous permettre de nous automotiver, puisqu'on est dans la motivation au plan individuel. Il y a une question de Martine. Alors, aura-t-on les supports de ces brillantes présentations? Oui, toutes ces présentations, Martine, sont dans le site iEcho. Elles sont toutes chargées, même celles qui sont passées. Donc, vous pourrez aller les télécharger à ce niveau-là. La motivation aussi, elle est cyclique. On a des périodes où on est très engagé, des périodes où l'énergie est un peu plus basse. Comment trouver les moyens de s'automotiver? J'ai retenu une chose, c'est pouvoir célébrer toute l'histoire, célébrer tout ce qu'on fait de bien, pas seulement rester dans la posture de l'autocritique. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette première partie. S'il n'y a pas de questions, maintenant on court derrière le temps. Je pense qu'on va continuer. Je vois pas de main levée. Donc on va continuer. Très bien.
Très bien, donc on revient sur la présentation, diapo suivante. On va parler maintenant de la motivation au niveau collectif, diapo suivante. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une motivation qui est très liée à la dynamique du groupe. Je ne vais pas en parler aujourd'hui puisqu'il est prévu dans la prochaine session nous allons aborder la dynamique de groupe. Puisque c'est vrai que la dynamique de groupe va aussi avoir une influence très très grande. Mais pour aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la dynamique de groupe, on en parlera dans la prochaine session. Par contre, ce que nous allons voir, c'est le rôle et l'influence de chaque partie prenante. Donc là, quand on parle de l'organisme, c'est l'entreprise, hein. Donc on va voir quel est le rôle de l'organisme, de l'entreprise sur la motivation de ses employés. Quel est le rôle du manager, puisque la plupart d'entre vous, vous gérez des équipes, et quel est le rôle des collaborateurs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau de l'organisme, donc, il faut savoir que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle attend de ses employés? Eh bien, elle attend d'avoir des équipes motivées et performantes qui puissent atteindre les résultats fixés. Et en contrepartie, qu'est-ce que l'organisme, qu'est-ce que l'entreprise doit fournir? Alors, des salaires attractifs avec des avantages. C'est vrai que quand on dit salaire attractif, c'est très variable, hein. Pour certaines personnes, ça peut être attractif, pour d'autres pas. Mais en général, on regarde toujours un petit peu par rapport à ce que les autres font, hein, au contexte. Mettre à disposition, bien sûr, toutes les ressources nécessaires, hein, en termes de procédures de travail, logistique, etc. Et aussi essayer de mettre en place un environnement de travail qui favorise quand même l'épanouissement, le bien-être des travailleurs. Donc ça, c'est ce qu'on attend de l'entreprise. Donc il faut comprendre que si on est dans une entreprise où effectivement ces attentes-là ne sont pas comblées, tout en sachant qu'il y a toujours une partie très subjective aussi, hein, eh ben, ça va avoir forcément une influence sur la motivation des employés, hein. Par exemple, si les salaires sont très bas, si on est dans des entreprises où les salaires sont très bas, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il va y avoir un grand turnover, hein, donc les gens ne restent pas longtemps. Si aussi on est dans des entreprises où l'environnement de travail est très précaire, les bureaux, etc., sont insalubres, enfin d'autres, il peut y avoir beaucoup de cas possibles, hein, eh ben, on va se rendre compte que tout ça aussi, ça peut jouer sur le moral des employés et que, effectivement, au bout d'un moment, vous risquez de vous retrouver avec des turnovers très importants. Donc ça, c'est au niveau de l'organisme, de l'entreprise. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, au niveau du manager, donc vous, en tant que manager qui gérez des équipes, donc vos attentes, bien sûr, c'est d'avoir une équipe motivée et performante, que cette équipe que vous gérez puisse atteindre les objectifs fixés. Mais en contrepartie, si vous voulez avoir une équipe qui soit motivée et qui a envie de travailler pour vous, il faut aussi que vous puissiez offrir des opportunités à vos collaborateurs, hein. Je pense que c'est très bien ressorti dans les témoignages précédents, hein, dans le témoignage que professeur Touré Khan a fait, où elle a vraiment parlé de tous ces différents aspects. Il faut montrer vous-même l'exemple en termes de motivation et d'engagement. Il faut tenir compte des besoins de chaque collaborateur. Et là, vous pouvez vous appuyer donc sur la fameuse pyramide de Maslow et essayer de favoriser une bonne dynamique d'équipe. Parce que qu'est-ce qu'on voit beaucoup? Moi, je parle ce qu'on voit dans les entreprises, hein, de façon très générale. On voit des managers, des gens qui gèrent des équipes, qui se plaignent beaucoup de la performance de leurs collaborateurs. Mais moi, je leur dis toujours, il faut aussi oser aussi se remettre en cause soi-même, hein, parce que parfois, on fait partie du problème. Parfois, c'est parce que nous-mêmes aussi, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour motiver les collaborateurs. Ce n'est pas valable dans tous les cas, mais ça peut arriver, hein. C'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut que nos collaborateurs aussi ne vont pas faire ce qu'il faut. Parce que c'est souvent quand même un jeu de double miroir, où chacun va avoir, le comportement de chacun va influencer sur l'autre. C'est-à-dire, si vous avez une équipe qui manque, qui n'est pas, qui manque de motivation, disons, souvent aussi, ça a tendance à démotiver le
manager. Et c'est là où vous, en tant que leader, puisque aujourd'hui on parle de leadership, vous devez tout faire justement pour ne pas vous laisser démotiver quand vous avez une équipe qui n'est pas au top, mais essayer de continuer à la motiver, etc., grâce aux différentes astuces dont a parlé tout à l'heure, par exemple, le professeur Touré Kane dans son témoignage. Diapo suivante. Alors, toujours la motivation dans l'organisme. Au niveau des collaborateurs, alors il y a aussi les attentes des collaborateurs. Donc les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils attendent en général? De la sécurité, de la valorisation, de la reconnaissance, de la progression dans leur carrière, un environnement de travail agréable, une bonne dynamique d'équipe, mais les collaborateurs aussi, en contrepartie, il faut aussi qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Parce que parfois, on a des collaborateurs qui passent leur temps à se plaindre, mon chef ceci, mon chef cela, mais est-ce qu'eux-mêmes aussi, est-ce qu'ils font ce qu'on leur demande? Donc ça aussi, c'est toujours important de bien regarder ces différents aspects. Donc en contrepartie, il faut faire preuve de conscience professionnelle et d'engagement. Il faut fournir un travail de qualité, atteindre les objectifs fixés. Il faut aussi contribuer à la bonne cohésion de l'équipe, parce que ce n'est pas au chef, entre parenthèses, ce n'est pas à lui seul de contribuer à la cohésion de l'équipe. C'est chaque membre de l'équipe, chaque collaborateur doit lui aussi faire l'effort de contribuer à la bonne cohésion de l'équipe. Et c'est important, on passe énormément de temps au travail, donc c'est important que tout le monde, à sa différente échelle, fasse l'effort de créer une bonne dynamique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, ce qui est surtout très important, ce qu'on peut retenir de tout ça pour finir, c'est surtout qu'il faut beaucoup de dialogue et de communication. Parce que de toute façon, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, comme l'a si bien dit tout à l'heure professeur Touré Kane. Et donc, il faut dialoguer. Et aussi, il faut oser dire qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Parce que parfois, vous pouvez avoir des membres de l'équipe qui font du très bon travail, qui sont excellents et qui veulent avoir une promotion. Mais s'il n'y a pas de poste libre en ce moment-là, est-ce qu'on est capable de leur proposer une promotion? Donc, il faut que les gens comprennent aussi que voilà, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs et il faut oser discuter de tous ces différents aspects. Parce que souvent, dans les entreprises, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes de motivation qui sont liés à la base, qui sont dus aussi à un manque de communication. Parce que les gens ne communiquent pas assez sur ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Et finalement, les gens pensent que, bon, voilà, je n'arrive pas à obtenir ceci, cela, parce que mon chef ne m'apprécie pas, ou parce que ceci, cela. Alors qu'en fin de compte, quand on regarde bien, c'est pas du tout dû à ça, mais c'est dû à d'autres raisons qui n'ont pas été communiquées. Donc, c'est important qu'il puisse y avoir cette communication. Donc, voilà, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà ce que je voulais présenter sur ces différents aspects de la motivation. Donc, je ne sais pas, je sais qu'on est un peu déjà, on a dépassé le temps, comme d'ailleurs chaque session. Alors, je ne sais pas s'il reste quelques minutes éventuellement pour des questions ou des contributions, mais en tout cas, je laisse la parole à professeur Alimatou. Merci beaucoup, Maïmouna. En fait, on est encore dans les temps, c'est 14h30, donc on a encore 7 minutes. Nous sommes plus de 80 personnes connectées à cette session. Merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés. Est-ce qu'il y a des questions après la présentation de Maïmouna? Je pense qu'il y avait une question qui était posée pour le professeur Kumba dans le chat. Vous pouvez aussi écrire vos questions si vous n'arrivez pas à ouvrir vos micros. C'était une question de Nafissatou. Oui. Permettez de professeur Alima. Allez-y. Une question de Nafissatou, c'est comment on procède pour transformer les étudiants en entrepreneurs. J'ai répondu en disant que les étudiants sont organisés en coopérative et GIE
et on suscite en eux la créativité, l'innovation, l'émulation, avec la mise en place du prix de l'innovation et l'incubateur qui les accompagne dans les différentes phases de création d'entreprise, depuis l'idéation, mais on a une plateforme où les étudiants s'inscrivent avec leurs idées, mais c'est seulement les idées qui sont des idées porteuses qui seront sélectionnées. Et après, on les accompagne dans les 3 phases, la pré-incubation, l'incubation et l'accélération. Et c'est là où on donne les fonds d'amorçage. Et tout récemment, on a distribué 40 millions que Enabel nous a donné en ayant vu les résultats. Et nous avons pu accompagner 10 startups qui ont démarré et pour mettre en place leur petite entreprise, et ils vont comme ça recruter du monde, hein. Ils vont devenir entrepreneurs, et donc on a les startups et les spin-offs qui ont été mis en place. Et on a mis en place également un comité de suivi et évaluation, parce que souvent les gens s'arrêtent à la création, donc ils ne regardent pas. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises sont des morts-nés. Mais nous, on a mis en place un système de suivi et évaluation pour vraiment les suivre sur les 4 prochaines années. Pour que, comme ça, quand on va les lâcher, ils pourront marcher tout seuls. Merci. Merci beaucoup, professeur Kumba. J'ai envie de demander comment est-ce qu'on réussit la transformation. Alors, moi, je suis toujours scotchée, hein? PhD en virologie moléculaire, PCR Covid. C'est ça qu'on connaissait de professeur Kumba, qui maintenant nous parle d'entrepreneuriat, d'entreprise. Voilà, donc énormément de transformation, j'imagine, en elle-même. C'est ce qui lui a certainement permis de pouvoir accompagner tous les autres. Est-ce qu'il y a... Alima, nos compétences que nous avons et l'écoute active qu'on a toujours développée, ça permet vraiment de se transformer, de savoir où est le besoin et comment il faut s'orienter pour atteindre les besoins qui seront visés. Et je crois que Maïmouna pourra apporter son expérience par rapport à ça. Merci. Professeur, il y a une question. Comment surmonter les difficultés liées aux ressources matérielles et financières des services publics, surtout qui sont souvent source de démotivation du personnel? C'est vrai. Maïmouna l'a dit tout à l'heure, la motivation au niveau de l'organisme, c'est pouvoir donner l'environnement, les ressources. Vous avez dit que vous étiez dans un environnement d'une université qui n'a toujours pas encore ses locaux. Comment est-ce qu'on arrive à surmonter ces difficultés? Cultivons la résilience. On cultive la résilience. Moi, j'ai lancé là-bas un credo. Impossible n'est pas Hussein. Et donc, comme ça, en lançant des slogans comme ça, on arrive à, malgré les difficultés, je vous assure, Alima, vous êtes venu à l'université, vous avez vu ce qu'on a. On n'a même pas d'université, c'est un lycée qui nous prête ses salles. Jusqu'à nos jours, on a nos bâtiments, mais les travaux ne sont pas terminés. Mais malgré cela, on a pu vraiment, avec une dynamique de groupe, faire adhérer une grande majorité des gens, et les gens travaillent de façon continue, à feu continu. Et nos salles de classe, parfois, on est obligé de faire même du double flux, ce qui n'existe plus, ce qui existait dans l'école primaire, là. Parce que les salles qu'on nous a données ne peuvent contenir que 50 étudiants. Campus N nous envoie plus de 100 étudiants, on est obligé de les diviser en groupes pour qu'on puisse faire les cours. Mais les gens ont envie de se surpasser et donner le maximum d'eux-mêmes pour transmettre vraiment les connaissances aux étudiants. Et comme le disait tout à l'heure Aminata Diassé, nous, c'est l'approche par compétence, ce n'est pas l'université classique. Il faut que l'étudiant en sortant soit opérationnel. Donc voilà, c'est... Et là, on a mis en place ce qu'on appelle un dispositif qu'on appelle le DUT. On travaille avec le tissu socio-économique local pour voir quels sont les problèmes que le tissu économique local rencontre, et on challenge les étudiants sur ces problématiques. Les étudiants vont essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Ça crée vraiment... Ils n'ont pas le temps, ils sont tout le temps en train de réfléchir. La réflexion, c'est leur quotidien.
Et ça nous permet vraiment de les garder motivés et qu'ils puissent se surpasser et oublier l'environnement qui n'est pas du tout un environnement. Vous avez vu, notre rectorat, c'est une maison. Ouais, donc, c'est très difficile, mais malgré tout, on arrive à faire des résultats. Merci. Bravo, professeur Kumba. Je pense que c'est ça un leader, c'est pouvoir impulser une vision, pouvoir entraîner des gens, comme vous dites. Et j'aime bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire que finalement, on a l'impression que s'il n'y a pas de ressources financières, on ne peut rien faire. Mais nous savons que nous sommes dans un environnement où il y a très souvent des problèmes de ressources financières. Donc, comment trouver de l'ingéniosité pour amener les gens à travailler, mais surtout comment les motiver, comment aller chercher des financements que vous ramenez au niveau de votre structure. Je pense que ceux qui avaient suivi un peu ma présentation de la fois dernière sur la connaissance de soi connaissent maintenant qui m'a formé. Voilà, on est obligé de faire preuve d'ingéniosité, de tout le temps chercher quelque chose de nouveau. Professeur Kumba disait, ah, Alimatou, affaire. Moi aussi, c'est ce que maintenant je fais avec les gens. Tous les jours, je me réveille, je dis, Madame Diaye, ah, j'ai encore inventé quelque chose de comment on va y arriver. Donc, je crois que c'est le fait aussi de se challenger, d'inventer de nouvelles choses. Effectivement, voilà, ça nous occupe et peut-être qu'on oublie même finalement qu'on n'est pas forcément dans les conditions. Mais ce qui est important, je crois, c'est vraiment ce qu'on a dans nos cœurs, la volonté de bien faire. Ça a été dit tout à l'heure par Madame Diassé. La volonté, c'est tout. Je crois que c'est la base de tout. En tout cas, merci beaucoup, professeur Kumba, pour ce très beau témoignage, d'avoir pris de votre temps. Je sais que vous êtes entre de multiples occupations. Je ne vous ai pas forcé la main, vous êtes venu de vous-même nous proposer en tout cas participer à cette belle session. Voilà, tout ce qu'on peut, c'est vous remercier et inviter aussi les autres membres de la communauté à venir partager leurs expériences vécues. Professeur Diassé, vous serez la prochaine. À vous de choisir parmi les thématiques qui sont là. Voilà, en tout cas, vous serez la bienvenue. Maïmouna, il est 14h30. Je vous donne la parole pour un dernier mot. Peut-être avant Maïmouna, juste dire aux gens, osons rêver et faisons tout pour concrétiser notre rêve. Merci, professeur. Merci beaucoup. Maïmouna. Oui, en fait, moi, je m'inscris vraiment en droite ligne avec ce que professeur Touré Kane a dit. Et en fait, il y a des études qui ont été faites et qui montrent, donc quand on a étudié les gens qui réussissent le mieux, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine sportif, etc. Et on s'est rendu compte que ce sont souvent les gens qui sont issus de milieux très, très défavorisés. Ce sont souvent eux qui arrivent à atteindre les plus hauts niveaux. Ce qui montre que finalement, l'adversité, c'est souvent, on peut le voir comme un désavantage, mais ça peut être un avantage aussi. Si on arrive à transformer ça en force, et cela nous donne une force mentale extraordinaire. Donc, ce qu'on peut dire par là, c'est qu'effectivement, quand vous êtes dans des conditions très difficiles, au lieu de le voir comme une source de démotivation, voyez-le comme une source de motivation extraordinaire qui va vous permettre d'atteindre des résultats puissants. Donc, voilà peut-être ce que je voulais dire à la fin de cette session sur la motivation et vous encourager tous, hein, comme l'a dit le professeur Touré Kane, à voir grand. Voyez grand et puis essayez d'atteindre vos rêves. Surtout nous les femmes, hein, parce on est éduqués souvent à penser petit, à voir petit. Et ben, osons faire grandir nos rêves et les atteindre. Voilà. Merci beaucoup, professeur Alimatou. Votre micro est fermé, hein, professeur Alimatou. Oui. Il y a quelques interventions sur le chat. Je vais les lire rapidement. Professeur Aïda Badian nous dit, notre motivation dépend énormément de comment l'entreprise est managée, comment s'automotiver et motiver les autres dans un tel climat. Maïmouna, on va quand même répondre à cette question. Si l'entreprise
on a l'impression, voilà, il y a quelques soucis avec le leader, celui qui est au-dessus, peut-être. Comment s'automotiver? J'ai envie qu'on réponde à cette question. Oui, Professeur, en fait, moi peut-être ce que je vais vous dire, je vais vous partager mon expérience au début quand je suis arrivée à Pasteur. À un moment donné, dans mon travail, ça a été très, très difficile. Parce que je pense qu'il y avait à un moment donné une espèce de rivalité euh, d'un euh, d'un chef qui avait peut-être un peu du mal à reconnaître ce qui avait été fait dans ce qui avait été mis en place par certains membres de l'équipe. Et on a failli rentrer dans un espèce de conflit totalement stérile. Et à un certain moment, je me suis posé la question, je me suis dit, voilà, je me suis rendu compte que c'était des forces contraires, en fait. Et est-ce qu'il fallait se laisser abattre par ces forces contraires ou est-ce qu'il fallait au contraire tirer des leçons, entre parenthèses, de ces forces contraires? Et moi, je me suis dit, ben, il faut tirer des leçons. Alors déjà, en commençant par moi-même. Et la première chose que j'ai compris, c'est que la seule façon de répondre quand effectivement on n'est pas parfois dans des situations où le management supérieur est assez problématique, c'est de répondre par la qualité du travail. C'est la seule, pour moi, c'était la seule réponse. Et donc, on a toujours essayé, parce qu'on n'était pas seul, hein, on était un petit groupe, on a essayé de répondre à certaines attaques par la qualité de travail. Et c'est vrai qu'on a dû être très patient, très résilient, parce que ça nous a pris un peu de temps. Mais finalement, cette qualité de travail a été reconnue. Et ensuite, on a pu continuer à poursuivre ce que nous souhaitions mettre en place. Donc, je pense que c'est un peu ça, hein. Soyez toujours résilients, soyez patients, mais restez focus sur le pourquoi vous êtes là, sur vos objectifs, les résultats que vous voulez atteindre et ne vous laissez pas abattre et ne vous laissez surtout jamais entraîner vers la médiocrité. Soyez toujours focus sur la qualité de ce que vous faites. Donc peut-être voilà le petit partage que je pourrais faire. Alima, si vous permettez, je confirme ce que Maïmouna vient de dire. Le climat délétère peut émaner du management suprême, mais ça peut émaner également des collaborateurs. Par exemple, moi, c'est ce que j'avais vécu. Mais la seule façon de rester vraiment résiliente, c'est faire le travail qu'on doit faire de la meilleure des manières, en respectant vraiment toutes les exigences requises et en ayant sa feuille de route. Parce que ça, avec ça, le beau travail, le bon travail paye toujours. Donc, restez focus. Ne vous laissez pas divertir. Les gens ou bien vous détourner de vos objectifs. Soyez vraiment... C'est pourquoi je disais il faut s'armer de courage. Le courage est hyper important. Soyez courageux et restez focus. Et avec l'aide du Tout-Puissant, vous y arriverez. Merci. merci beaucoup. Je crois que c'est sur ces beaux mots d'espoir qu'on va clôturer notre session. On va retenir qu'il faut avoir beaucoup de courage. Il faut pas tomber dans la médiocrité, c'est-à-dire qu'il faut rester, en tout cas, toujours faire les choses de la meilleure des façons, parce que le travail bien fait finit toujours par payer. En tout cas, merci beaucoup, professeur Kumba. Merci à tous ceux qui sont restés connectés. On est 75, il est 14h38. On se donne rendez-vous. Alors, on a analysé le questionnaire auquel certains d'entre vous ont bien voulu répondre. Nous retenons que vous pensez que ces thématiques que nous abordons sont très pertinentes, que les thématiques sont très pertinentes, que vous souhaitez qu'on continue. Donc, Maïmouna, on avait dit qu'on était un peu fatigué, qu'on allait faire peut-être une fois par mois, mais je crois que c'est pas ce que la communauté veut. La communauté veut qu'on continue à faire tous les 15 jours. Donc, j'espère qu'avec ton accompagnement, on va y arriver. Donc, merci beaucoup à tous et bonne fin d'après-midi.
Au revoir. Au revoir.